Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bonjour à chacun, bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de votre émission qui passe au peigne fin l'actualité sur le continent et en dehors. La Cour pénale internationale serait-elle à la croisée des chemins? Cette interrogation semble légitime au terme du dernier procès en date au sein de l'institution judiciaire. En effet, la Chambre d'appel de la CPI a confirmé les acquittements prononcés en faveur de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en janvier 2019, au terme d'une procédure longue d'environ 10 ans pour Laurent Gbagbo et de 7 ans pour l'ex-leader des Jeunes Patriotes Charles Blé Goudé. Les deux hommes sont aujourd'hui libérés. Mais au prix de quel sacrifice? Ce procès, comment l'estimer? Certains ont estimé que ce procès a donc montré des dysfonctionnements du bureau du procureur. Fatou Bensouda a-t-elle été à la hauteur de la tâche? Y a-t-il nécessité aujourd'hui de réformer la CPI ou le changement de procureur qui intervient en juin suffira? Karim Khan, remplaçant de Fatou Bensouda, a-t-il des choix à opérer? Si oui, quels doivent-ils être? Cour pénale internationale, une institution toujours indispensable ou en mal de réforme? C'est la question trame de ce plateau débat. On commence juste après ceci. Avec nous aujourd'hui, Patrick Armand-Poyon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Un plaisir de vous avoir. Face à vous aujourd'hui, Emery Olabi. Bonjour. Bonjour, cher journaliste. Vous êtes juriste internationaliste. Emery Olabi, ma première question est pour vous. On voit donc, on va dire, l'issue du procès Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé notamment. La CPI a donc dit le droit. On est allé en appel. Mais la décision finale a respecté la décision qu'il y avait en première instance. Selon vous, est-ce qu'on peut saluer la Cour pénale internationale dans son fonctionnement au terme donc de cette procédure-là? Oui, en ce qui concerne le déroulement du procès, donc devant la phase juridictionnelle du procès, oui, on pourrait dire que le droit a été plutôt respecté. Ce n'est pas le fait qu'il y ait forcément une condamnation ou qu'il n'y ait pas une condamnation qui veut dire que la CPI est en mal. Le problème est ailleurs. Mais là, est-ce que les canons du droit, les règles du droit ont été respectées? Dans l'ensemble, oui. Le procès a-t-il été équitable? Dans l'ensemble, oui. Il n'est peut-être pas allé à sa fin, parce que en première instance, le juge a estimé donner suite à une requête de la défense et a motivé sa décision par la faiblesse exceptionnelle du dossier du procureur, ce qui a été confirmé en appel, et donc qui vient solder ou vient totalement mettre en liberté définitive l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Oui, tout à fait. Donc pour moi, est-ce que le droit a été dit? Oui, le droit a été dit. Est-ce que les formes juridiques ont été respectées? Oui. Est-ce que le procès a été équitable? Oui, le procès a été équitable. Voilà. Patrick Armand-Poyon, le procès a été équitable, le droit a été respecté, mais Laurent Gbagbo a quand même passé 10 ans de sa vie dans ce sérail-là. Charles Blé Goudé, 7 ans. Quand on cumule cela, est-ce que ce n'est pas trop long, Patrick Armand-Poyon? Non, parce que c'est la faute de ses avocats. C'est la faute de ses avocats. Parce que dès le début, ils ont eu une posture que nous avons dénoncée tout le temps sur votre plateau. Et depuis 3 ans, vous constatez que ce n'est pas la même posture, ni au niveau du président Laurent Gbagbo, ni au niveau de ses avocats. Lorsque vous allez en cabale contre la justice, n'attendez pas à ce que la justice vous fasse de cadeaux. Alors qu'enfin, ils ont compris que le procureur étant dans son rôle, au lieu de s'attaquer au procureur en permanence, de l'insulter, d'organiser une cabale contre elle, au lieu de menacer la stabilité de la Côte d'Ivoire, il fallait rassurer. La Cour pénale internationale est d'abord une cour qui dit le droit
Mais en dehors du droit, le droit doit servir la paix. Le droit doit servir la sécurité des êtres humains. Alors, quand vous avez devant vous quelqu'un, un camp, qui menace dès qu'ils vont sortir d'être encore problème, vous ne pouvez que les garder. Donc, sachez que quand on parle de Cour pénale internationale, on parle du procureur, on parle des juges, on parle aussi des avocats qui sont là-bas. Donc, si chacun joue son rôle, on n'aurait pas fait 10 ans. Donc, il faut se dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans tous les camps pour que les avocats aussi puissent apprendre à comprendre le fonctionnement d'une cour qui n'est pas que droit, qui n'est pas que justice, juridique. Parce que si vous prenez la Cour pénale internationale seulement comme quelque chose de juridique, sachez que c'est des êtres humains qui ont il y a plein de moyens de pression sur eux. Et donc, il faut que nous puissions tenir compte de la géopolitique et de la géostratégie de cette cour et nous allons éviter que des êtres humains aient à faire 10 ans de prison là-bas. En tout cas, sachez une chose, nous avons, et nous-mêmes journalistes, nous-mêmes, personnes qui décryptent l'actualité, on a contribué à ça. Vous savez combien, vous et moi, on a été insultés par ceux qui prétendaient supporter le président Gbagbo lorsqu'on a tiré l'attention sur des faits que nous allons partager. Aujourd'hui, je suis content que le président Laurent Gbagbo soit acquitté. Je suis content que le président Laurent Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire. Je suis content que le président Laurent Gbagbo va récupérer 1 milliard et quelques d'arriérés de salaire. Je suis content qu'il aura désormais 3 véhicules de la présidence. Je suis content qu'il aura 20 employés. Tout ça, c'est bon et très bon. Mais j'aurais eu un goût amer si on ne nous avait pas écouté ces 3 dernières années et qu'on avait obtenu tout ça. Maintenant, Laurent Gbagbo va en Côte d'Ivoire pour la paix et non plus pour un problème pour Alassane Ouattara, non plus pour un problème pour la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est ça qui a été gagné par ces 10 ans, que la Cour pénale internationale a contribué à ça. On aurait pu réduire cette peine si les avocats avaient compris dès le départ. Voilà. J'aimerais bien rebondir sur cette intervention du coach. Je partage en partie donc, son intervention et ses affirmations. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que les avocats ont fait leur job. C'est pas qu'ils n'ont pas suivi une ligne qu'ils ne devraient pas suivre ou qu'ils ont modifié leur ligne. La ligne de la défense de Laurent Gbagbo n'a pas connu une grande variation dans le fond. Et il faut dire qu'ils ont déposé plusieurs fois des requêtes pour que le juge arrête la procédure et donne son avis, mais je crois que par 3 fois ça a été rejeté avant d'être accepté une 4e fois il y a quelques années. Donc c'est dire que pour la défense, c'est que le dossier était déjà vide. Pour la défense, c'est qu'il n'y avait même pas matière à continuer à ce procès-là. Mais la Cour a estimé qu'il fallait aller jusqu'à la fin, poursuivre et entendre tous les témoins appelés par le bureau du procureur. Et ce qui a été fait, et à la fin, on s'est rendu compte qu'il y a même des contradictions. Donc je pense que quelque part, la lourdeur, évidemment, le délai raisonnable ici qui est en question, évidemment, est peut-être justifié du fait que la Cour ou les membres de la Cour voulaient avoir une idée, voulaient se faire une idée de l'ensemble du dossier du procureur avant de statuer. Donc même si les avocats de Laurent Gbagbo voulaient, et ils ont manifesté 3 fois une décision en cours, les membres de la Cour ne l'entendaient pas de cet avis. Et donc, mais quand ils ont fini d'entendre, ils ont donné suite à la fin. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Alors, évidemment, maintenant, des problèmes de la Cour et de la CPI. Bon, alors, on pourra en discuter. Évidemment, cette Cour, elle est évidemment juridique, mais elle est aussi une Cour politique. On va peut-être en parler. Voilà. Je vous pose la question, est-ce que c'est une Cour forcément politique, en ce sens où c'est une Cour qui je dirais, qui poursuit des chefs d'État qui ont eu à exercer des fonctions éminemment politiques. Patrick Amanpoyo, c'est forcément une cour qui a une dimension aussi politique. Mais toute cour a une dimension politique. Toute cour. C'est-à-dire toute cour a une dimension politique. C'est-à-dire que je ne peux pas dire le droit pour créer la guerre.
je ne peux pas dire le droit pour créer des problèmes. Si je dis le droit, c'est parce que je veux faire rayer l'ordre. C'est parce que je veux faire rayer du bien. Et je voudrais dire ceci. Vous savez, lorsque comment on appelle, la Cour pénale internationale a acquitté Laurent Gbagbo, rappelez-vous cette journée-là sur RFI. Rappelez-vous cette journée-là sur les médias. Rappelez-vous cette journée-là en Côte d'Ivoire. Maintenant, la Cour vient d'acquitter Laurent Gbagbo. Vous n'avez pas cette journée. Quelque chose a changé. Et lorsqu'on dit que, en réalité, la Cour ne voulait pas entendre, la Cour ne pouvait pas entendre. La Cour ne pouvait pas entendre. Mais vous savez, les avocats ont tendance à penser que dans un procès, c'est ce qui se passe dans la salle d'audience entre procureurs et avocats et autres qui concourent à la décision des juges. Non, il y a tout le reste. Et tout le reste a changé. Rappelez-vous cette émission que nous avons eu à faire, à l'issue de laquelle le président Laurent Gbagbo a pris un communiqué avec le président Bédié pour présenter des excuses de la classe politique à ceux qui ont perdu des parents, à ceux qui ont fait ceci. C'est-à-dire qu'il y a une démarche hors tribunal qui n'a pas été faite pendant près de 7 ans, mais qui a été faite ces 3 dernières années. Regardez les déclarations ces derniers mois des gars, des Gbagbo ou rien. Il y a une déclaration d'apaisement. Il y a une déclaration de ceci. Vous voyez? Et je dis, tout ça là concourt à la manifestation de la justice. Parce que si vous voulez qu'au moment où les gens disent Gbagbo va venir, Alassane va aller en prison, Gbagbo va venir, on va leur prendre le pouvoir, Gbagbo va venir, vous comprenez, la Cour ne peut pas entendre les avocats en ce temps. Et c'était le rôle des avocats d'expliquer à leurs clients qu'il y a une posture qui permet de concourir à ce que ce qu'ils veulent puisse être obtenu. Donc c'est très important qu'on ne dissocie pas le non juridique de ce qui s'est passé au niveau de cette Cour. Voilà, alors l'affaire avait tous les atouts pour donner à la Cour pénale internationale, notamment au bureau du procureur, beaucoup de crédit. Un ancien chef d'État, un ancien ministre qui traitait de leader de jeunes patriotes qui auraient appelé à l'insurrection et tout. Mais au terme de la procédure, on a l'impression que le bureau du procureur, Fatou Bensouda, sort quelque peu affaibli de cette procédure-là. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer selon vous? Ce qui pourrait expliquer, c'est déjà même la manière dont la procédure elle a commencé. Évidemment, comme je le disais, la Cour elle présente un aspect politique qui n'est pas écrit, qui n'est pas de façon textuelle, théologique marquée, mais qui, dans l'esprit, c'est une Cour qui, quand même, a quand même des pressions politiques quelque part derrière. Évidemment, ce qui entraîne cela, c'est le fait que le bureau du procureur a peut-être mal pris son pan d'investigation et aller sur des personnes à charge qui elles-mêmes au tribunal, sur des victimes qui elles-mêmes au tribunal se sont contredites. C'est son dossier qui a été mal ficelé, qui a été mal monté. Et ce qui rend davantage ce dossier faible, c'est le fait qu'elle ne s'est intéressée qu'à un pan de l'histoire. Un seul pan de l'histoire. Justice des vainqueurs, selon certains. Absolument. Vous êtes d'accord absolument, avec justice des vainqueurs. Absolument, justice des vainqueurs. Et on y reviendra. Et c'est pas le seul cas dans lequel on se retrouve en parlant de justice des vainqueurs. C'est pas le seul cas. En matière de justice pénale, si vous prenez le cas du Rwanda aujourd'hui, il y a qu'un seul camp qui a été poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Si on retourne un tout petit peu encore en Ouganda avec Joseph Kony, il y a qu'un seul camp. Si on retourne avec Jean-Pierre Bemba, évidemment, on sait, on connaît, on a des rapports, mais c'est un seul camp qui a été poursuivi. Et Bemba, à la fin, a été aussi relaxé et totalement blanchi. Donc, vous voyez, il y a la direction que prend l'enquête du bureau du procureur et la manière dont c'est monté. Vous ne pouvez pas avoir la plénitude de la vérité en ne questionnant qu'un seul camp. Et vous avez une faiblesse exceptionnelle qui vient. Vous venez, vous prenez des témoins à charge qui viennent et qui parlent à décharge. Vous ne pouvez pas espérer avoir gain de cause
avec ce genre de dossier. Et derrière, évidemment, vous avez vu avec la suite les révélations de Mediapart qui a montré toute la connivence supposée ou réelle, mais qui quand même aujourd'hui commence par se confirmer sur la question avec Moreno Ocampo, avec Madame Bensouda. Madame Bensouda et aussi certaines autorités de la métropole, donc du colonisateur, si on peut parler ainsi. Donc voilà, il y a des faits qui sont là et qui participent et qui ont participé absolument à la faiblesse du dossier du procureur. Et comme je vous ai dit, justice des vainqueurs, absolument, ça se voit. Et ils avaient de quoi enquêter dans les autres cas, mais ils ont fait un choix. Évidemment, ça reste encore de la discrétion du bureau du procureur. Elle a choisi de n'enquêter que dans un cas. Malheureusement, pour aller dans le sens du coach, parfois, on classe tout ceci dans le thème juridique des intérêts de la justice, qui sont parfois, pas très compréhensibles, qui peuvent être appréciés diversément, soit dans le thème de non-poursuite, en thème de gravité des infractions, ou en thème de vouloir maintenir la paix, une certaine cohésion sociale, et donc sous ce vocable et tout, on arrange ici, on arrange ça. Alors, Patrick Amanpoyon, l'affaire Laurent Gbagbo, au terme donc de cette procédure-là, beaucoup estiment que Fatou Bensouda et donc le bureau du procureur de la CPI s'en sort affaibli. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cet échec relatif-là, si toutefois vous êtes d'accord que c'est un échec? Non, mais en réalité, c'est parce que tout le monde pense que pour que un tribunal puisse bien fonctionner, il faut condamner. C'est une erreur. C'est une erreur. Ce n'est pas parce que Laurent Gbagbo est acquitté que la Cour pénale internationale... Parce que si on fait ça, la Cour allait tout faire pour condamner, pour qu'on l'applaudisse. Non, on va à la justice et la justice doit se dire dans un sens ou dans un autre. Et je crois que dans cette affaire, nous pouvons dire que la justice a été dite. Absolument. Donc, c'est ça le plus important. Absolument. Maintenant, est-ce qu'on aurait aimé que le procureur soit renforcé et qu'on condamne Laurent Gbagbo pour qu'on dise qu'elle a gagné et tout ça? Non, c'est pas comme ça. Elle a fait son job, elle est procureure, elle doit poursuivre. Elle a poursuivi. Maintenant, avec les armes qu'elle a, n'oubliez pas qu'elle n'a pas démarré le dossier. Elle est venue récupérer le dossier. Donc, avec les armes qu'elle a, un dossier mal conçu dès le départ, tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, elle s'est retrouvée avec ça. Et n'oubliez pas qu'entre-temps, la Cour pénale a eu une jurisprudence qui a changé totalement les donnes. C'est comme on dit souvent qu'on ne change pas les règles du jeu en cours de jeu. Mais il y a eu changement des règles du jeu. On a retiré le crime de responsabilité. Or, comment voulez-vous démontrer devant une cour que le chef d'État a donné des ordres à quelqu'un pour aller tuer, tout ça? Donc, à partir de cet instant, le dossier était foutu. Le dossier est foutu dès que... Parce que lorsque Campo est en train de préparer son dossier, il y avait crime de responsabilité. En temps, on a retiré crime de responsabilité au niveau de la Cour pénale internationale. Dans ces conditions, le dossier est mal conçu. Et c'est depuis ce moment qu'on aurait dû libérer Laurent Gbagbo. Mais à partir de cet instant où la libération de Laurent Gbagbo posait problème pour la Côte d'Ivoire, on ne pouvait pas libérer la Côte d'Ivoire et la Laurent Gbagbo à ce moment, au risque que la Cour soit responsable des morts qu'il y aura encore. Donc, à partir de cet instant, elle est sortie affaiblie ou pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a construit une réussite sans construire, sans passer par des erreurs. Et n'oubliez pas que c'est une Cour jeune qui n'a que quelques années. Ils vont faire des erreurs, ils vont corriger les erreurs. Et surtout, ce n'est pas en condamnant que la Cour joue son rôle. La Cour joue son rôle en acquittant qu'il faut acquitter, en condamnant qu'il faut condamner. C'est ça la justice. Voilà qui est clair. Alors, on parle d'enquête menée sans expertise, sans vérification, de méconnaissance du terrain parfois. On a l'impression... Absolument. Vous savez, dans les normes, en termes d'enquête, ici, principalement, dans le cadre de la justice pénale internationale et de la CPI, vous savez ce que nous appelons évidemment le principe de complémentarité. Et évidemment, ici,
pour aller un peu plus profondément, le principe de coopération ici. Donc la coopération s'établit dans sorte que l'État dans lequel le crime a été commis, l'État de Côte d'Ivoire, ici l'État de Côte d'Ivoire, ou sinon je dirais un État Inks, dont le ressortissant ou certains ressortissants sont devant la Cour pénale internationale pour des crimes présupposés, la Cour elle-même ou le bureau du procureur en elle-même n'a pas les moyens de mener les enquêtes si elle n'est pas sur le terrain. Et quand elle vient sur le terrain, elle a besoin de la collaboration et de la coopération de toutes les autorités. Politico-administratives. Totalement, évidemment. Et cette coopération peut être franche comme elle ne peut ne pas être franche. Voyez-vous ? Donc, on vous donnera ou on vous servira que ce que vous avez envie d'avoir. Et quand on vous met même tout à disposition et que vous voyez que ce que vous avez n'est pas suffisamment consistant, mais vous faites avec, au risque même de fabriquer des preuves ou de présenter des preuves qui à la fin ne seront pas recevables ou qui présentent une certaine faiblesse. Donc c'est ça aussi le cas. Je ne parle pas ici seulement pour le cas Laurent Gbagbo, mais je parle en termes général, où vous voyez que la coopération parfois entre le bureau du procureur pour mener les enquêtes préliminaires et avec certains États souffre d'une carence exceptionnelle, où certains États font blocus même à cette coopération. Donc évidemment, on ne peut pas dire que dans le présent cas, la coopération entre le bureau du procureur et les autorités ivoiriennes ait souffert d'une quelconque faiblesse. Mais il faudrait aujourd'hui s'aviser de ce que, évidemment, ce qu'ils ont pu récolter comme preuve n'a pas pu peser dans la balance. Et évidemment, je rejoins Coach pour dire que le fonctionnement d'une justice pénale, enfin de la justice pénale internationale ici de la CPI ne peut pas ça. On peut pas dire que c'est parce qu'elle n'a pas condamné qu'elle n'a pas fonctionné ou non. Je rejoins entièrement sur cette position, entièrement. Oui, mais il faut dire que les États en termes de coopération avec la CPI, ça reste encore un problème. Il vous donne ce que vous voulez. Si je reviens aujourd'hui dans le cas par exemple, du Congo avec Jean-Pierre Bemba, évidemment, il faut rappeler que c'est un auto-renvoi, c'est-à-dire que c'est le Congo qui a transféré le dossier, c'est pas le procureur qui s'est auto-saisi ici. Donc, c'est l'ancien président Joseph Kabila avait beaucoup d'intérêt à ce que absolument, son vice-président d'alors. Et c'est là, nous allons aussi, on ouvre cette brèche, c'est là pour dire, en réalité, quand on parle de l'africanisation de la justice pénale internationale, le fait que la Cour pénale internationale soit portée absolument sur l'Afrique, où je me dis, il faut mettre un bémol. Parce que pour la plupart des dossiers qui ont été menés par le bureau du procureur, ce sont les États qui les ont portés vers la Cour pénale internationale. Dans très peu de cas, la Cour pénale internationale s'est autosaisie. Donc, c'est des États africains qui sont allés vers. Et dans ce cas, quand vous observez pourquoi ils sont allés, c'est parfois pour se débarrasser de certains opposants, pour avoir un certain champ libre. Et dans ce cas, on s'acharne. Mais de l'autre côté, là où on peut justement parler de cette politisation et puis peut-être de ce sentiment d'impunité ou de complicité, de duplicité du bureau du procureur, c'est le fait que, évidemment, elle choisit de ne poursuivre quelqu'un et de ne pas regarder dans l'autre. Et oui, évidemment, là, dans ce cas, vous voyez qu'il y a une certaine impunité, vous avez un certain retrait de certains États depuis un certain temps. On a peur aussi du fait de la vague de démission annoncée par l'Union africaine au bureau, mais aujourd'hui, on est toujours dans un micmac de je t'observe et puis nous observons. Et dans le même temps, au sein de l'Union africaine, on parle de la mise en place d'une cour pénale africaine. Et avec quel pouvoir, quelle autorité, avec quelle compétence. Ce sont des questions qu'on pourrait se poser. Mais là, c'est le visage que présente aujourd'hui la CPI. Et évidemment, elle est politisée, absolument. Le bureau du procureur en elle-même traîne sur les dossiers. Voyez-vous que le bureau du procureur, quand le procureur décide d'engager une enquête, elle n'est pas encadrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de normes juridiques qui encadrent le délai d'enquête du procureur.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a des enquêtes qui sont ouvertes aujourd'hui, qui ont déjà fait plus de 5 ans d'enquête préliminaire et qui ne sont même pas encore portées devant le jugement pour pouvoir. Donc, vous avez ces cas-là qui sont là et qui alourdissent et qui fragilisent l'action de la justice pénale internationale, où le procureur peut décider, évidemment, et ça peut devenir même un moyen de pression internationale, en sachant aussi bien que l'autre problème de la justice pénale internationale aujourd'hui, notamment de la CPI, c'est que la troisième voie, à part que les États peuvent saisir le procureur et que le procureur peut s'autosaisir, c'est que le Conseil de sécurité peut autosaisir, peut saisir le bureau du procureur pour une enquête. Et là, ce qui est intéressant ou qui met à mal totalement la justice internationale, c'est le fait que, voyez-vous, le Conseil de sécurité est composé de 5 membres et de 10 membres non permanents. Au sein du Conseil de sécurité, évidemment, aucune décision ne peut passer si les 5 membres permanents ne votent pas. Mais vous en avez 3 qui ne sont pas membres de la CPI. La Chine, la Russie et les États-Unis aujourd'hui. Mais eux, ils sont capables d'envoyer un dossier là-bas alors qu'ils ne sont pas membres. Vous voyez qu'il y a un réel problème qui se pose. Un problème systémique, organique, évidemment, qui met aussi à mal les relations entre les États. Voilà. Vous n'êtes pas sujet, vous refusez de là, mais vous pouvez envoyer les gens là-bas. Vous pouvez décider d'envoyer. Vous avez même la capacité de faire suspendre les enquêtes pour 1 an et de faire renouveler ça si vous voulez. De la même manière, un État qui rentre, donc si on veut parler des réformes, aujourd'hui, il y a plusieurs secteurs, il y a beaucoup de choses à dire sur le bureau de la CPI. Alors, Patrick Armand-Pouillon, au vu de ces éléments-là, est-ce qu'aujourd'hui, on doit aller à des réformes ou bien la CPI, elle est toujours indispensable? On sait que l'ancien président américain Donald Trump a retiré au bureau du procureur la possibilité d'aller aux États-Unis. On sait qu'il y a des États qui n'ont pas forcément envie que ce qu'ils ont eu à faire, notamment en matière militaire, soit forcément questionné. C'est peut-être le cas des États-Unis, c'est peut-être le cas d'autres pays. On sait qu'il y a des pays qui ont voulu ou qui ont annoncé qu'ils se retiraient donc de cette cour-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des réformes à apporter à la Cour pénale internationale pour continuer à exercer son action? Il y a des réformes à apporter partout. Partout, il y a des réformes à apporter. Dans tout. Au bureau du procureur, comme dans le fonctionnement de nos États. Vous savez, vous avez vu la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple a pris des décisions et des États se sont retirés parce que ça n'arrange pas les États. Aujourd'hui, la Cour est du côté opposé. Elle ménaille les États pour éviter les problèmes et là aussi, il y a problème. Vous voyez, donc dans tous les cas, lorsque nous ne mettons pas de l'ordre dans nos États, nous aurons toujours des problèmes à la Cour pénale internationale. C'est dans nos États qu'il y a problème. C'est les Ivoiriens qui ont envoyé les dossiers qui les arrangent et qui ont gardé les dossiers qui ne les arrangent pas. Donc, dans tous les cas, les réformes là-bas, oui, mais les réformes aussi et surtout chez nous. Voilà, donc en cela, la responsabilité est forcément partagée et la responsabilité incombe en grande partie aux États même qui... Oui, évidemment. Puisque visiblement, si les autorités ivoiriennes n'avaient pas, conduit le processus au point de créer cette escalade violente entre 3 ou 4 mois tout au plus, avec ce nombre de morts-là, on n'en serait pas aujourd'hui à aller devant la CPI. Oui, l'intérêt de la CPI, c'est qu'elle permet en fait de décaler ou de déplacer le risque sécuritaire. Voyez-vous, s'il y avait eu ce procès Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, vous imaginez tout ce qui aurait pu se produire avec l'influence de Laurent Gbagbo. Ce qui aurait pu se produire. Évidemment, nous avons un problème à l'interne de nos États en termes de justice, de pouvoir dire le droit. Puisque la CPI n'intervient que de façon subsidiaire. C'est-à-dire qu'elle n'intervient, le principe de subsidiarité, ici, de complémentarité, vient, c'est-à-dire à la suite. C'est-à-dire qu'elle ne fait que suppléer à l'absence d'un État de pouvoir dire le droit, ou d'un État failli, ou d'un État dont la juridiction ne tient plus, ou d'un État qui, dans une situation assez particulière, ne peut pas tenir ses procès, et donc on décide de recourir à la CPI. Mais ici, aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Les intérêts, oui, évidemment, de recourir, mais c'est beaucoup d'avantages pour se débarrasser d'eux, pendant qu'on arrive à gérer, évidemment, de façon sereine, son administration et tout ce qui va avec de façon politique. Donc, évidemment, les réformes sont dans tous les sens. Il faudrait inviter les États à davantage asseoir une justice indépendante et totalement impartiale dans leurs États, avec des juges. Et il faut croire que ces dernières années, il y a quand même un certain
effort qui est en train de faire, quoique encore reste politique, avec la mise en place de la formation de certains juges. Mais alors, au niveau de la Cour pénale internationale, ce n'est pas que je vous ai dit, évidemment, le gros problème se trouve au niveau du bureau du procureur. Absolument. Tout part de là. Tout part de là. Et il est fondamental aujourd'hui de réformer la CPI. Sur les questions dont je vous ai parlé, sur les délais de procédure, sur les questions de motivation des rejets, sur les questions de coopération entre les États et les États non membres. Vous avez parlé, je vous présentais par exemple la situation, par exemple avec le Conseil de sécurité, où des États non membres de la Cour ont la possibilité d'introduire des dossiers, mais alors qu'ils ne sont pas justiciables. C'est exactement le cas avec le bureau du procureur qui décide d'ouvrir une enquête en Afghanistan et qui est confronté au courroux des États-Unis, qui, elle, avec les États indépendamment, a signé des traités de non-renvoi, ou de non-questionnement de tout ce qui s'est passé. Non seulement ça, non, ce que je veux dire, c'est-à-dire que les États-Unis ont signé avec beaucoup d'États, de façon bilatérale, des accords pour ne pas extrader leurs ressortissants envers la CPI. Et en retour, eux aussi, ils ne le font pas. Donc, voyez-vous, avec ça, ce sont des entraves. Des entraves, donc, évidemment des entraves. Et comment vous voulez que tous ces entraves existent? Et voyez-vous, le dossier sur la Syrie, on a demandé au bureau d'enquêter, depuis ça ne bouge pas. Il y a des exactions en Syrie. Tout à fait. On sait qu'il y a 2 camps, mais ça ne bouge pas. Mais dans le même temps, on trouvera un dossier, on trouve qu'en Côte d'Ivoire, on va aller ailleurs. Mais là où ça crève les yeux, on ne fait rien. On fait rien. Et évidemment, c'est le blocus. Et ce sont les intérêts. Là, ce n'est même plus les intérêts de la justice, c'est les intérêts des puissances qui ne commencent pas à agir et qui agissent sur le fonctionnement de la justice pénale internationale. Vous avez différents types de tribunaux aujourd'hui qui ont fait leurs preuves et peut-être qu'ils peuvent être visités, mais encore, on va jouer encore sur la politisation possible qui tient la corde au bout et qui tire les ficelles. Évidemment, on installe aujourd'hui une cour pénale en Afrique. On en parle depuis. On a peut-être même avancé sur les tests. Mais quid des décisions de cette cour? Qui va envoyer qui là-bas et comment? Ça reste la plus grosse question. Tout à fait. Patrick Carmon-Poyon, on parle bien évidemment de Jean-Pierre Bemba, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, il y a aussi Thomas Lubanga, il y en a bien d'autres. Joseph Kony, Mathieu Ngoudjolo, Germain Katanga. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il n'y a que des Africains qui sont, on va dire, condamnés ou qui vont en procès au sein de cette cour-là? C'est vrai qu'il y en a eu qui ont été acquittés. Comme Laurent Gbagbo, on sait que l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba aussi a été libéré. On sait qu'il y a beaucoup d'Africains encore qui pourraient être amenés à aller devant cette cour-là. Patrick Carmon-Poyon, pourquoi cette impression d'avoir... Avant de laisser le coach répondre rapidement, moi j'aimerais juste glisser une réponse, je reviens, je dis, pour donner une réponse rapidement et pour permettre peut-être au coach d'aller peut-être dans le même sens que moi ou peut-être pas, mais... Ce sont les Africains même qui ont favorisé. C'est nous qui avons transmis les dossiers à la CPI. Donc, à la limite, c'est ça. Et dans la démonstration que j'ai faite tout à l'heure, j'ai dit, d'une part, nous avons envoyé, et d'autre part, le procureur s'en saisit, mais n'a en fait ce qu'elle veut. Décide de poursuivre qui elle veut et qui elle veut pas. Et quand... voilà, qui elle veut, qui elle veut pas. Patrick Carmon-Poyon, ce sentiment se justifie donc? Un sentiment que la Cour ne s'occupe que des affaires africaines? Non, mais c'est seulement les Africains qui envoient leurs dossiers. C'est seulement les Africains qui envoient leurs dossiers. Et je crois que de plus en plus, même la Côte d'Ivoire a dit qu'elle n'enverra plus personne là-bas parce qu'elle a les moyens aujourd'hui de juger. Elle a les moyens aujourd'hui de juger. Donc, à partir de ça, si vous avez les moyens de juger, retenez une chose, la Cour pénale internationale, bonne ou mauvaise, a contribué à la paix en Côte d'Ivoire. Et on a le courage de le reconnaître. Et s'il y avait eu ce procès en Côte d'Ivoire, vous imaginez tout ce qui se serait passé? Non, je crois que d'une manière ou d'une autre,
on a permis, Jean-Pierre Bemba a dit quelque chose de très fort que beaucoup n'entendent pas. Il dit, à la CPI, on se voit tous les matins, on prend le petit déjeuner ensemble, on fait du sport ensemble, on fait ceci ensemble. Autrement dit, on a permis à certains d'aller se reposer pendant 7 ans pour quelqu'un, 10 ans pour l'autre, et de rentrer maintenant au pays avec l'épargne qu'on lui a constituée et qu'on va lui reverser. Mais imaginez, Laurent Gbagbo est là depuis 10 ans, les sous qu'on lui donnait, les 17 par mois là, les gens auraient tout bouffé chez lui. Aujourd'hui, il rentre au pays, il va avoir son épargne qu'on lui a constituée. Donc, bref, retenez que la Cour pénale internationale a contribué à la paix en Côte d'Ivoire. C'est vrai que, contrairement aux uns et aux autres, condamner Laurent Gbagbo aujourd'hui aurait été une mauvaise justice. C'était flagrant qu'on ne peut pas le condamner, c'était flagrant qu'on devait le libérer. Je suis totalement d'accord. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit confondre la situation aujourd'hui à la situation il y a 10 ans. La situation il y a 10 ans n'est pas la situation aujourd'hui. Il y a 10 ans, la Cour aurait acquitté Laurent Gbagbo que le président Alassane Ouattara n'aurait pas accepté de le recevoir. Donc vous comprenez que la Cour a permis que les lits bougent en Côte d'Ivoire et je crois que ça déjà, ça mérite qu'on salue la Cour pour ça. Les erreurs vont être corrigées pour l'avenir. Oui, évidemment, vous savez, il y a eu un colloque récemment sur les 20 ans de la Cour pénale internationale et son avenir. J'ai pu assister même au colloque des 6e journées de la Cour pénale internationale et je peux vous dire que oui, il y a des réformes à faire suffisamment au niveau du bureau du procureur et les parties perdantes dans cette histoire, c'est souvent les victimes. C'est les victimes, des dédommagements des victimes. C'est une question fondamentale. Oui, c'est absolument. Notamment en Côte d'Ivoire, beaucoup de gens ont dit nous aurions aimé qu'on nous soutienne dans cette épreuve que nous avons évidemment, traversée. Mais le fonds même réservé au dédommagement des victimes, je dirais pas que c'est minable, mais c'est insignifiant. C'est insignifiant et ça ne peut jamais couvrir les pertes que ces personnes ont subies. Est-ce que ça pourrait même atteindre le tiers, ce qu'on pourrait les reverser? Je ne suis pas sûr. Il y a cette question de la gestion du fonds alloué aux victimes dont on ne parle pas souvent. Et on ne parle pas souvent des victimes qui sont parties au procès. Donc on parle souvent des défenseurs des victimes qui interviennent aussi dans le procès et qui comme dans un procès civil constituent la partie civile évidemment puisqu'ils sont là pour dédommagement et on n'en parle pas souvent et donc moi je voudrais évoquer le problème et mettre sur la table pour rappeler qu'il y a ces tiers qui sont là et qui sont parfois les parties lésées. Et même si dans un procès il y a condamnation et qu'on condamne, ce qu'on verserait aux victimes, c'est quasiment insignifiant, totalement insignifiant. Patrick Armand-Poyon, obligation d'aller dans ce sens-là. On a vu des Ivoiriens qui ont estimé que Laurent Gbagbo libre, ce n'était pas grave, qu'ils avaient eu le temps de passer l'éponge, de pardonner. Ce sont des victimes qui s'exprimaient, mais qu'ils auraient aimé être un peu plus soutenus, accompagnés dans cette procédure-là. Il y a un homme qui a parlé, qui dit que lui, il a reçu plusieurs balles, notamment une balle dans l'œil. Mais aujourd'hui, qu'il a pardonné, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on soutient assez les victimes? Qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce la Cour pénale internationale qui doit avoir des fonds pour les envoyer? Ou est-ce les États partis ou les États dans lesquels on juge des gens qui doivent donc mettre ces fonds à disposition? Les rebelles ivoiriens n'ont pas attendu la Cour pénale internationale pour recevoir des centaines de millions chacun. C'est près de 100 milliards de francs CFA qui ont été alloués aux rebelles ivoiriens. Alors pourquoi on alloue des ressources aux rebelles ivoiriens? On ne peut pas donner de l'argent à ceux qui ont reçu des balles, à ceux qui ont perdu leurs parents et tout ça. En réalité, vous voyez, on est en train de faire le procès de la Cour pénale internationale, mais en réalité, c'est le procès de nos États. C'est nos États le problème. Si nos États sont réformés, la Cour fera son travail. Parce que comment pouvez-vous comprendre qu'on sort de l'argent pour des gens qui ont tiré et on ne sort pas de l'argent sur qui on a tiré? C'est ça. Je crois que la Côte d'Ivoire doit faire quelque chose dans ce sens et ce n'est pas la Cour pénale internationale qui doit faire quelque chose. La Côte d'Ivoire a reconnu les victimes,
à organiser les victimes et donc doit pouvoir dédommager les victimes. Vous prenez au Mali. Vous avez au Mali, il y a eu des actes crapuleux qui ont été menés au cours du coup d'État surpassé, mais c'est l'État malien qui a dédommagé les victimes. Donc vous comprenez que vous n'allez pas demander aux autres pays du monde de cotiser de l'argent à la Cour pénale internationale pour dédommager des Ivoiriens quand l'État ivoirien a les moyens de dédommager ceux qui ont tiré. Donc il va falloir que nous réglons nos problèmes en interne et qu'on ne mette pas tout sur la Cour pénale internationale. Oui, mais mon intervention n'était pas axée uniquement sur la Cour pénale internationale. Je parlais en général. Non, ce n'est pas pour répondre. C'est pas pour répondre. Ok, d'accord. Oui. Mais évidemment, je vais être dans le sens du coach. Évidemment, il faut que l'État ivoirien, évidemment, dédommage ou mette un fonds de soutien à la disposition des victimes de ce conflit. Et au-delà, pour parler toujours des victimes, mais même de la contribution de la justice pénale à la paix, on se pose des questions. Vous savez, avec les justices dites transitionnelles, c'est-à-dire ici les justices, dans le cas par exemple de l'Afrique du Sud, les tribunaux de conciliation traditionnels qu'il y a et tout. Des mobilisations par le paix. Oui, évidemment, mais est-ce que réellement ça contribue à la paix? Lorsque vous voyez votre victime qui est là, on met la victime, on met le bourreau, on dit de vous expliquer, ensuite on dit on se pardonne, ça suffit. Est-ce que réellement ça règle les problèmes de fond? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Quel est le mot désormais demain pour la justice pénale internationale? Est-ce qu'il ne faut pas aller vers des tribunaux ad hoc? Est-ce que la Cour pénale internationale, dans son fonctionnement, reste le meilleur moyen aujourd'hui de dire la justice internationale, de faire respecter les normes spécifiques du droit international? Est-ce que Mais c'est important de la maintenir. Vous êtes d'accord? Oui, à l'heure actuelle, oui, évidemment, la Cour pénale internationale ne peut pas disparaître. C'est-à-dire qu'elle disparaît, c'est l'hécatombe. C'est la porte ouverte à toutes les exactions. Voyez-vous, on a encore aujourd'hui un peu la peur du gendarme d'être transféré à la CPI. Ça existe toujours. Donc, chacun fait quand même un peu encore attention sur ces normes-là. Sinon, vous voyez que des gens pourraient se lever et commettre des génocides à l'emporte-pièce. Quand on sait que depuis, c'est-à-dire les conflits post-bipolaires, donc après 1990 à ce jour, ce sont des conflits, évidemment des conflits internes et foncièrement parfois des conflits d'ordre tribal et ethnique. Donc il y a matière à réfléchir. Il y a matière à réfléchir et donc à continuer de poursuivre. Aujourd'hui, le premier des Ivoiriens, le président Alassane Dramane Ouattara, s'est prononcé officiellement sur les cas de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ce sont des Ivoiriens qui sont donc acquittés par la CPI. Aussi bien le président Laurent Gbagbo que Charles Blé Goudé sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara l'a dit, Patrick Amampoyo, mais il ne s'est pas prononcé sur les deux condamnations à 20 ans de prison pour chacun des deux en Côte d'Ivoire, des condamnations qui sont toujours là, il n'y a pas eu amnistie. On fait quoi de tout cela, Patrick Amampoyo? D'abord, Laurent Gbagbo va entrer, cette condamnation va disparaître. C'est ça aussi, car sa Cour pénale a servi à ça. Aujourd'hui, cette condamnation va disparaître. D'une manière ou d'une autre, ça va disparaître. Pour Blé Goudé, c'est délicat. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que effacer la condamnation de Blé Goudé, c'est effacer indirectement la condamnation de Guillaume Soro. Or, Guillaume Soro continue d'être un problème pour Alassane Ouattara. Donc, vous voyez pourquoi il ne peut pas se prononcer directement comme ça. Vous savez, la justice, elle a aussi une connotation politique. Je voudrais simplement inviter le Premier ministre Guillaume Soro à rentrer dans la posture de Laurent Gbagbo, à rentrer dans cette nouvelle posture d'apaisement, afin qu'on efface aussi cette condamnation de 20 ans, pour que les fils de la Côte d'Ivoire rentrent en Côte d'Ivoire pour construire la Côte d'Ivoire. Que chacun joue son rôle. Parce que quand on parle de réforme, la réforme n'est pas seulement au niveau des États. La réforme est au niveau aussi des oppositions, mais qui sont aussi parfois dans une logique de va-t-en-guerre. À la première occasion, je vais créer la violence. À la première occasion, je vais tirer. À la première occasion, je vais faire ceci. Donc, il faut tout ça, parce que tout le monde doit jouer le jeu pour que nous n'ayons pas besoin de la Cour pénale internationale. Mais aussi, je voudrais dire
qu'il y a beaucoup de conflits qui ont été évités par peur de la Cour pénale internationale. Donc la présence de la Cour pénale internationale, c'est comme la peur, l'apparition du gendarme appelle la sagesse. Donc ce n'est pas parce que les gens ne sont pas condamnés là-bas, mais il y a ceux qui veulent faire la pagaille, mais qui regardent la Cour pénale internationale et qui disent attention, danger. Je crois qu'en Centrafrique, le fait qu'à un moment donné, le procureur a dit qu'elle suit le dossier, dans certains pays, le fait qu'elle a dit qu'elle suit le dossier a changé les donnes positivement. Donc, dans tous les cas, prenons ce que nous avons, réformons ce que nous pouvons réformer, mais réformons tous les paliers de la société. Nous ne pouvons pas avoir une justice équitable tant que tout le monde ne joue pas le jeu démocratique et que la démocratie est conjuguée avec l'anarchie. Voilà, alors Emery Olabi, par rapport à la sortie donc, du président ivoirien, qu'est-ce qu'on retient? On sait que Laurent Gbagbo est condamné à 20 ans de prison, on sait que Charles Blé Goudé aussi est condamné à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire, on sait que Guillaume Soro est condamné à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. C'est vrai que Guillaume Soro n'était pas parti donc, au procès à la CPI. La sortie du président Ouattara concerne exclusivement Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, mais les deux sont condamnés par la justice ivoirienne. Le président ne s'est pas prononcé là-dessus. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Je dirais encore que c'est une question d'agenda politique. Moi, je dirais ça. Mais je ne suis pas sûr que le président Alassane Dramane Ouattara ne veuille pas que Charles Blé Goudé rentre. Mais peut-être qu'il se dit que ça peut être encore un départ de feu. Peut-être, je ne sais pas. Mais je pense que puisqu'on joue à la calmie et qu'on ramène la balle à terre, il est temps que la balle soit réellement à terre, qu'elle ne soit pas encore dans les airs à certains niveaux. Donc pour moi, évidemment, la femme de Laurent Gbagbo, elle est déjà amnistiée, donc elle est libre. Laurent Gbagbo qui rentre, absolument, c'est un signe de paix, de réconciliation, et vous allez voir ce que ça va entraîner son retour en Côte d'Ivoire. Et la fête, c'est fort probable. Bien sûr, au-delà même. Laurent Gbagbo n'a pas perdu son influence jusqu'à aujourd'hui. C'est un leurre de penser que l'influence de Laurent Gbagbo il y a 10 ans et l'influence qu'il a aujourd'hui, ça a baissé. C'est une erreur. Je crois que c'est une erreur qu'il faut éviter de faire. Il va rentrer, il va participer, et je pense qu'il va même militer peut-être pour la paix et la réconciliation. Pour que le Blé Goudé aussi rentre chez lui. Absolument. Mais comme je vous dis, ça peut rester encore une question d'agenda politique qu'on ignore. Voilà. Agenda politique, Patrick Armand-Pouillon, est-ce qu'aujourd'hui, Charles Blé Goudé a forcément un avenir politique, aussi bien à moyen qu'à long terme? Est-ce que cela pourrait inquiéter la Côte d'Ivoire ou Alassane Ouattara à différer le sort des deux personnalités, des deux affaires? Je vous pose la question clairement. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Ouattara a intérêt à laisser Charles Blé Goudé hors de la résolution du cas Laurent Gbagbo? Non, il va rentrer. Ça, je n'étais pas en train de dire qu'il ne rentrera pas. Il va rentrer. Il va rentrer, il ne sera pas inquiété. Je parle au niveau de l'effacement officiel et définitif de cette décision de justice. C'est de ça que je parle. Maintenant, n'oubliez pas que Blé Goudé est très loin de l'influence et du charisme de Laurent Gbagbo. Absolument. Les deux est une erreur. Et vous savez qu'à la Cour pénale internationale, Blé Goudé n'a pas été tout le temps un enfant docile de Laurent Gbagbo. Donc, à partir de cet instant, il faut faire attention. C'est-à-dire que ce n'est pas le même dossier. Mais, je dis, ça se présente dans un schéma favorable pour Blé Goudé, qui rentrera certainement, qui bénéficiera aussi d'une grâce ou d'une amnistie. Mais le problème que je pose est le suivant. Selon quel timing, selon quelle analyse, selon quel ceci et tout ça, est-ce qu'il faut l'inscrire dans une démarche globale pour permettre à tout le monde de rentrer? Si oui, est-ce qu'on ne crée pas un élément de feu? Et je crois que le président Alassane Ouattara craint moins Blé Goudé que qui est derrière Blé Goudé. Je veux parler de Guillaume Soro. Donc, à partir de cet instant, c'est tout ça là. Ce n'est pas les deux personnalités seulement, c'est ce qu'il y a derrière.
Maintenant, Laurent Gbagbo n'est pas moins influent aujourd'hui qu'il y a 20 ans. On est totalement d'accord, mais il n'a pas la même posture qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il était sur pied de guerre. Aujourd'hui, il est dans une démarche de paix. Ça change tout. Voilà qui est clair. Alors, Guillaume Soro doit-il être aussi intégré à cet agenda de paix et de réconciliation-là, selon vous? Je crois que c'est l'assiette serait totalement complète. Si on l'intègre, évidemment, on pourrait résoudre la crise ivoirienne, on pourrait tourner la page en essayant de trouver... de ramener tout le monde à la table de négociation, de discussion et de faire la paix. Et tout le monde se retrouve sous la palable, évidemment. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire tournerait une page. Complètement. Si Guillaume Soro aussi est intégré à ce processus. Je pense que ce serait une page de tournée dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et une nouvelle page qui pourrait s'ouvrir, évidemment. Qui pourrait s'ouvrir parce que, évidemment, Alassane Dramane Ouattara ne fera pas un 4e mandat. Évidemment, je crois que ce sera l'abus. Et ça pourrait être un autre conflit qui risque de naître, mais je ne pense pas. Je pense que là, à partir de là, il y a une nouvelle génération qui va prendre et tout l'intérêt de faire entrer tout le monde à la maison et de discuter ensemble. Mais, comme je dis, c'est une question d'agenda politique. Et absolument. Et évidemment, comme le coach Poyon le dit, il faudrait qu'il se mette dans cette posture d'accalmie, de retour à la paix, puisque évidemment, tout est passé aujourd'hui, les élections, tout est passé. Le 3e mandat est acquis. Le 3e mandat ou le premier mandat de la Nouvelle République, si on veut parler ainsi, puisque c'est en ces termes qui se dit constitutionnellement. Donc le premier mandat de la Nouvelle République qui peut appeler un 2e mandat. Mais donc je pense qu'il faut revenir à la table de négociation. Et voilà. Parce qu'aujourd'hui, si Laurent Gbagbo rentre, si Charles Blé Goudé rentre, il ne restera que Guillaume Soro. Tout le monde est à la maison. Conan Bédier, il est à la maison. Il discute déjà. Donc je pense que c'est juste le dernier. Il rentre et on fermera une page. Patrick Armand-Poyon, des avantages effectifs à associer Guillaume Soro à ce processus-là? Oui, mais après discussion. Il faut s'asseoir, il faut discuter. Absolument. C'est-à-dire que si on ne discute pas avec Guillaume Soro, on laisse Guillaume Soro rentrer, vous savez tous que ce n'est bon pour personne. Je crois que Laurent Gbagbo n'a qu'à rentrer avec Blé Goudé, que les 3 anciens chefs d'État discutent et préparent le retour de Guillaume Soro et que la Côte d'Ivoire rentre dans une logique de paix définitive. Alors, Patrick Armand-Poyon, il y a une nouvelle équipe gouvernementale pour conduire les affaires actuellement en Côte d'Ivoire. Un commentaire? Bon, je trouve déjà que pendant qu'on est en train de rassembler ceux qui étaient dehors, il y a d'autres qui étaient dedans, en tout cas, il y a un ministre qui se plaint déjà que le frère du président l'a mis dehors et je voudrais que ce ne soit pas encore un feu qu'on ouvre parce qu'au même moment où on se réconcilie avec les autres, il ne faut pas qu'on crée un feu à l'intérieur encore du régime au pouvoir parce que celui qui prétend avoir été mis de côté a été longtemps ministre de l'Intérieur, je crois. Et donc, il ne faudrait pas qu'on ouvre des feux chaque fois dans le but d'atteindre. Atteignons tous les feux. Allons dans une logique vraiment de pacification de ce pays. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, pendant longtemps, a été le fleuron de la sous-région. Mais même diplomatiquement, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a perdu beaucoup son audience. Et je crois qu'il est temps qu'on voit la Côte d'Ivoire et qu'on mette la Côte d'Ivoire au devant. Voilà. Alors, Emery Olabi, Patrick Archi, Premier ministre à Côte d'Ivoire, un commentaire? Non, il mérite son poste de toute manière, c'est-à-dire qu'il a la carrure de tenir le poste de Premier ministre. Maintenant, quant aux distensions internes au sein du RHDP, écoutez, c'est tout ce qui peut les consumer et les conduire à leur propre pète s'ils n'arrivent pas à s'entendre. Évidemment, là encore, c'est une autre question d'agenda politique. Avec l'entrée du frère du président au ministère de l'Intérieur, évidemment. Ça peut présager certaines choses, ça peut présupposer certaines choses. Mais bon, on va espérer que ce débat
ça ne soit pas un départ de feu, que ça ne soit pas, et qu'ils arrivent à trouver les moyens de pouvoir évidemment régler cette question de distension à l'interne. Sinon, ça peut être un nouveau conflit qui va totalement déstabiliser la classe politique et peut-être un motif pour un deuxième mandat de la Nouvelle République. Alors, Patrick Carmon-Poyon, beaucoup on se murmure, on entend, on perçoit que beaucoup estiment que Ténébiré Ouattara, le jeune frère du président, sera pourquoi pas dauphin. Quelle est votre lecture sur ce qui se dit actuellement? Vous savez, si nous décidons de fermer les anciennes pages pour ouvrir de nouvelles, ça va être difficile de faire passer ça. Parce que si lui est candidat, on ne peut pas demander aux autres de ne pas être candidat. Je crois que nous devons rentrer dans une négociation pour voir dans quelle mesure on peut conjuguer au passé tout ce qui ressemble au passé. Mais si on permet à un passé de renaître d'une manière ou d'une autre, alors ne demandez pas aux autres d'enterrer le passé. Donc je crois que l'avenir nous le dira. Les Ivoiriens doivent comprendre une chose. Il n'y a plus personne dans la communauté internationale crédible en Côte d'Ivoire pour venir parler à qui que ce soit. Donc il faut que les Ivoiriens se parlent à eux-mêmes et trouvent les voies et moyens de sauver la Côte d'Ivoire. Mot de fin, Emery Olabi? Je pense que tout se résout par le dialogue et il faut absolument dialoguer pour éviter les distensions, les crises, que les crises se transforment en conflits et que les fins soient malheureuses. Voilà. Donc, Patrick Carmon-Poyon, un mot de fin? Mot de fin, je voudrais simplement souhaiter le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Le meilleur s'annonce. Élections législatives très bien faites. Et nous avons le retour de Laurent Gbagbo très prochainement avec Blé Goudé. Bientôt Guillaume Soro. Que vraiment les Ivoiriens se parlent et que nous pensons aux autres pays qui sont en feu et que la Côte d'Ivoire soit contributrice de la paix et non un pays qui a besoin de paix. Merci beaucoup à vous. Vous êtes Patrick Carmon-Poyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous aujourd'hui, il y avait le juriste internationaliste Emery Olabi. Messieurs, merci d'avoir été partie de cette émission. À bientôt, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles au programme de SICA.
they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur SICA.